Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines. I do feel that there are two types of laws. One is a just law and one is an unjust law. I think we all have moral obligations to obey just laws. On the other hand, I think we have moral obligations to disobey unjust laws. Obéir, un mot qui traverse toute l'histoire humaine. On obéit à nos parents, à la loi, à nos supérieurs. Parfois par peur, parfois par conviction, parfois sans même s'en rendre compte. Mais qu'est-ce que l'obéissance nous dit sur nous-mêmes? Est-ce celle qui nous permet de vivre ensemble ou ce qui nous empêche de nous libérer? C'est la question qu'on s'est posée et c'est ce qu'on va voir dans ce documentaire. Pour ouvrir ce documentaire, quelques images suffisent à montrer que la question est toujours vivante. En 2022, l'invasion de l'Ukraine force de milliers de soldats et de civils à choisir entre obéir et refuser. En France, la réforme de retraite de 2023 déclenche l'une des plus grosses mobilisations sociales depuis des décennies, reflet d'une société qui questionne les limites de ce qu'on peut exiger des individus. En 1961, un psychologue américain, Stanley Milgram, réalise une expérience qui va bouleverser la façon dont le monde pense l'obéissance. An experiment. Volunteers were told they were taking part in scientific research to improve memory. Would you open those and tell me which of you is which, please? Teacher. Where? Separated by a screen, the teacher would ask the learner questions in a word game and administer an electric shock when the answer was incorrect. He was told to increase the voltage with each wrong answer. Cloud. Horse. Rock. House. Answer. Wrong. 150 volts. Answer. Horse. Experiment, that's all. Get me out of here. Get me out of here, please. Continue, please. Go right on. I refuse to go on. Let me out. Refuses to go on. The experiment requires you continue, teacher. Please continue. Participants didn't know that the learner was really an actor and the so-called shocks harmless. You're gonna get a shock. 180 volts. I can't stand the pain. Let me out of here. Can't stand it. I'm not gonna kill that man, eh? I mean, who's going to take the responsibility if anything happens to that gentleman? I'm responsible for anything that happens here. Continue, please. All right, next one, slow. Des individus ordinaires acceptent d'administrer des chocs électriques à des inconnus simplement parce qu'une figure d'autorité le leur demande. L'obéissance est-elle une nécessité pour la société ou une contrainte qui nous dépossède de notre liberté? C'est la question que nous allons explorer dans ce documentaire à la croisée de la sociologie, de la psychologie sociale et de la philosophie politique. Pour comprendre l'obéissance, il faut d'abord comprendre pourquoi les sociétés humaines en ont besoin. Émile Durkheim montrait dès la fin du XIXe siècle que toute vie sociale repose sur des normes partagées. Sans règles collectives acceptées, il n'y a pas de société possible, seulement une guerre de tous contre tous. Un médecin qui suit des protocoles, un pilote qui respecte une checklist, un conducteur qui s'arrête au feu rouge, ce sont des formes d'obéissance qui garantissent la vie en commun. La crise sanitaire du Covid-19 a constitué un cas concret et mondial d'obéissance à une autorité médicale et gouvernementale. En France, les mesures de confinement, le port du masque obligatoire, le couvre-feu ont été suivis par une large majorité de la population, non pas par la force, mais parce que l'autorité sanitaire était perçue comme légitime et fondée sur l'expertise. C'est exactement ce que Max Weber appelait la domination légale rationnelle. On obéit à des règles abstraites reconnues comme justes et non à une personne en particulier. A l'inverse, dans les pays où la légitimité du pouvoir était contestée, l'obéissance aux règles sanitaires a été nettement plus faible. Max Weber distingue trois types de domination légitime: traditionnelle, charismatique et légale rationnelle. Dans nos États modernes, on obéit non pas à une personne, mais à des règles arbitraires, universelles, que l'on reconnaît comme justes. L'obéissance, dans ce sens, n'est pas une faiblesse, elle est l'expression d'un contrat social. Cette idée de Rousseau, selon laquelle les individus acceptent de limiter leur liberté individuelle pour bénéficier d'une liberté collective plus grande. La contestation de la réforme des retraites en France en 2023 illustre l'autre face de l'équation.
Le recours au 49.3, qui a permis de faire passer la loi sans vote de l'Assemblée nationale, a été perçu par une large partie de la population comme une rupture du contrat social décrit par Rousseau. Des millions de personnes ont estimé que la règle n'était plus légitime et ont cessé d'y obéir en descendant dans la rue. Cet exemple illustre que l'obéissance consentie n'est que possible si le pouvoir est reconnu comme légitime. Pour conclure cette première partie, l'obéissance est donc une nécessité civilatrice, mais seulement à condition qu'elle repose sur une autorité reconnue comme légitime pour ceux qui y sont soumis. Après cette première analyse, nous avons cherché à comprendre comment ce sujet est perçu au quotidien. Nous sommes donc allés à la rencontre des Lillois pour recueillir leurs avis. Pour une question, pour vous, c'est quoi obéir? Est-ce que c'est quelque chose de négatif ou de positif? Voilà, tout dépend des circonstances. Dans le milieu professionnel, pour moi, c'est un peu bloquer les gens parce que du coup, tu ne les laisses plus leur libre instinct. Et ouais, c'est surtout ça. Ouais. Non, obéir aujourd'hui, pour moi, c'est on va dire positif parce que quand tu as des responsabilités et que tu donnes des ordres, aujourd'hui, tu es content que les gens en dessous de toi t'obéissent entre guillemets à tes ordres. Après, dans la vie de tous les jours, dans la vie de couple, c'est plus de la communication qu'il faut avant tout. Donc pour vous, est-ce qu'une société sans règles ni autorité, c'est possible? Je pense pas. Je pense qu'il faut quand même un cadre, des limites et que tout le monde sache ce qu'il a le droit de faire ou pas pour éviter d'être dans une situation qui peut être compliquée. Je comprends. Et vous pensez pas que s'il y a trop de règles ou trop d'autorité, on risque d'être dans une situation où les individus ne puissent plus avoir de libre arbitre? Exactement. Je pense qu'il faut un juste milieu entre quelques règles et des règles trop strictes. On voit comment ça se passe dans notre pays. Pensez-vous qu'il y a des ordres qu'on ne devrait jamais suivre et lesquels? Il y a certains ordres qui sont complètement disproportionnés ou qui sont contraires à nos convictions, ou contraires à l'ordre établi, ou contraires à tout ce qu'on peut penser. Voilà. Il vous arrive aussi de désobéir de temps en temps? Désobéir à quoi? À certains ordres. À certains ordres. Oui, mais non, mais oui, ça m'est déjà arrivé, mais non, mais bon, je suis dehors, mais là, je vais pas vivre. Mes amis SDF, la famille, oui, j'ai désobéi. Faut pas franchir une limite. Tout à fait. Je rattrape les erreurs, et maintenant, j'évite de le faire. Ok, ouais. Vous avez des exemples de moments où vous avez désobéi ou pas? Oui, quand... je peux pas dire, non. Quand je vois la nourriture par un autre SDF, ils veulent encore plus. Et après, je me rattrape, je dis pardon, mais... Non, mais je peux pas. Ok, d'accord. Écoutez, merci beaucoup, monsieur. Non, un exemple de règles sur lesquelles on ne doit pas obéir. Vous voulez répondre ou pas, comme vous voulez? Si on est face à des ordres qui viennent de plus haut et qui vont à l'encontre de nos valeurs, est-ce qu'on est en mesure de désobéir et est-ce qu'on aura le courage de le faire? C'est une question qui s'est posée à nos aînés, mais nous, on a pour l'instant eu la chance de ne pas avoir besoin de nous la poser. C'est vrai. Mais on pourrait se la poser. Ouais. Au vu de ce qui se passe actuellement, on peut s'interroger. Oui. Parce qu'on nous impose un certain nombre de choses sur lesquelles, certaines valeurs sur lesquelles, pour le moment, on dit trop rien. Mais pour lesquelles... Il y a les gens qui aident les migrants à la frontière italienne, par exemple, qui ont été criminalisés, des personnes, alors qu'elles considèrent que les valeurs humaines sont au-dessus de lois iniques qui laissent les gens dans une précarité crasse et qui vont à l'encontre peut-être de leurs valeurs, et ces personnes-là, elles sont criminalisées parce qu'elles ont désobéi à une règle qui dit on ne peut plus aider son prochain, ce qui est quand même un peu particulier. Mais l'obéissance a un revers sombre. L'histoire, comme les conflits et les crises sociales d'aujourd'hui, nous montre que des individus peuvent se soumettre à des injonctions destructrices, parfois sans en avoir conscience. Milgram a montré que 65% des participants à ces expériences acceptaient d'infliger des chocs sévères à un inconnu, simplement parce qu'une autorité le leur ordonnait. Il a appelé ce phénomène l'état agentique. L'individu se perçoit comme l'instrument d'une volonté extérieure et se décharge donc de toute responsabilité morale. Le conflit en Ukraine constitue un exemple contemporain saisissant. Depuis l'invasion de février 2022, plus de 100 000 soldats ukrainiens ont été inculpés pour désertion, selon le bureau du procureur général ukrainien. Les soldats témoignent de refus d'obéir à des ordres perçus comme suicidaires. Côté russe, des centaines de militaires ont refusé de combattre, s'exposant à des peines allant jusqu'à 10 ans d'emprisonnement selon la législation russe. Ces faits illustrent concrètement la tension entre l'obéissance institutionnelle et la résistance morale individuelle, la même tension qu'analysait Milgram dans ses laboratoires.
Hannah Arendt a forgé l'expression « banalité du mal » lors du procès de Eichmann en 1961. Ce bourreau n'était pas un monstre, mais un bureaucrate qui avait obéi sans jamais interroger ses actions. Pierre Bourdieu, lui, théorisait la violence symbolique. On obéit non parce qu'on y est forcé, mais parce qu'on a intériorisé les rapports de domination comme naturels. Le dominant est dominé par sa domination. C'est-à-dire que le dominant est aussi victime, en un certain sens, de sa domination. Pour conclure cette partie 2, l'obéissance peut donc devenir un mécanisme de domination, perpétuant les inégalités, épuisant les individus, y compris dans des formes contemporaines, invisibles et banalisées. Face à ce constat, la question n'est plus seulement faut-il obéir, mais à quelles conditions obéir. Henri David Thoreau, dès 1849, théorisait le droit, voire le devoir, de refuser d'obéir à des lois injustes. Cette idée a inspiré Gandhi, puis Martin Luther King. Le philosophe John Rawls précisait que la désobéissance civile est légitime quand 3 conditions sont réunies. La loi est clairement juste, les voies légales ont été épuisées, et l'action est non violente et publique. Ces principes sont toujours vivants. En France, le mouvement des soulèvements de la terre a occupé le site de Sainte-Soline en 2023 pour protester contre des retenues d'eau agricoles. Le gouvernement a tenté de dissoudre le mouvement par décret, une décision annulée par le Conseil d'État qui a estimé que la dissolution n'était pas justifiée. Extinction Rebellion organise depuis 2019 des blocages urbains non violents à travers l'Europe pour forcer les gouvernements à agir face au changement climatique. Ces mouvements s'inscrivent explicitement dans la tradition de la désobéissance civile, refus public, assumé non violent d'une règle perçue comme injuste. Des figures contemporaines illustrent ce principe dans la sphère professionnelle et politique. Les lanceurs d'alerte, Edward Snowden, Antoine Deltour dans l'affaire LuxLeaks, les sources de Panama Papers ont tout choisi pour briser les règles internes pour révéler des injustices de l'intérêt général. Je suis frappé par les montants concernés, par les juridictions concernées, par les personnes concernées. Mais je pense que c'est quelque chose de très important pour nous, pour ceux qui pensent depuis un certain temps que trop, c'est trop. En France, la loi Sapin 2, en 2016, renforcée par la transposition d'une directive européenne en 2022, a étendu la protection des lanceurs d'alerte. Des affaires récentes montrent que cette désobéissance professionnelle est désormais reconnue comme légitime par le droit. Le sociologue Sandra Logier parle d'une obéissance réflexive, la capacité de respecter les règles tout en maintenant un regard critique sur leur fondement. Désobéir n'est pas rejeter toute autorité, c'est exercer un jugement moral sur les limites de l'obéissance. Ce que la sociologie contemporaine nous enseigne, ni l'obéissance aveugle, ni la désobéissance systématique ne constituent des positions viables. Ce qui est nécessaire, c'est la capacité de discernement, savoir pourquoi on obéit, à qui et jusqu'à où. L'obéissance éclairée n'est pas une contrainte, c'est un acte politique et moral pleinement assumé. Parce qu'une société qui ne sait qu'obéir est une société qui a renoncé de penser, alors qu'une société qui ne sait que désobéir est une société qui a renoncé à se construire. La vraie liberté, peut-être, c'est de choisir à quoi l'on obéit et de l'assumer pleinement.